Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, pourquoi y a-t-il des êtres vivants gigantesques, comme les baleines, ou les séquoias des forêts d'Amérique du Nord, et d'autres minuscules, à peine visibles à l'œil nu, comme les fourmis ou les puces? Cette diversité de la taille des êtres vivants est en effet une question fascinante, et nous commencerons par l'évoquer dans le cas des humains. En effet, l'existence de géants ou de nains a donné lieu à de multiples récits, contes ou légendes. Si l'on met de côté les titans de la mythologie grecque, qui étaient des dieux et non des humains, on trouve des géants dans de nombreux récits. Le plus célèbre est sans doute le Goliath de la Bible, redoutable guerrier qui aurait mesuré environ 3 mètres et que le jeune David dut affronter. Un autre géant célèbre, popularisé par Rabelais, mais déjà connu au Moyen-Âge, est Gargantua. Cependant, sa taille fait l'objet de telles surenchères dans les différents récits qu'il serait vain de vouloir l'estimer. Je vous laisse imaginer par exemple la taille d'un bébé qui, selon Rabelais, tétait 17 913 vaches. On peut citer aussi des géants moins sympathiques, comme les ogresses ou les ogres. Celui évoqué dans le conte du Petit Poucet, dont les enjambées faisaient 7 lieues, soit 31 km, devait être assez impressionnant. Cette fascination pour les géants s'exprime encore aujourd'hui dans des traditions, comme les géants des carnavals du nord de la France ou de Belgique, qui portent des noms délicieux, comme Bimbin, Florimond-Longmenton, ou le couple Baptistin et Belle-Lise. Et certains naissent encore de nos jours, comme Rosalie Hyacinthe, qui est née en 2019 à Saint-Omer et qui a rejoint la joyeuse bande des 8 géantes et géants de cette ville. Du côté des petits hommes, on connaît l'histoire de Tom Pouce, très populaire en Grande-Bretagne, et qui, comme son nom l'indique, ne mesurait que quelques centimètres. Cependant, si l'existence de petits hommes est mentionnée dans de nombreuses cultures, leur taille, si l'on se base sur les représentations populaires, est généralement proche, environ la moitié de celle des humains. Pour se limiter à notre langue, les lutins, gobelins, farfadets, corrigons, loutons et folatons forment un petit peuple pittoresque, travailleur et habile, mais aussi malicieux et parfois rancunier, avec lequel nos ancêtres tenaient à entretenir de bonnes relations. À la suite de Rabelais, les romanciers ont exploré les conséquences physiques, mais aussi psychologiques et morales, de cette diversité de la taille. Ainsi, l'Irlandais Jonathan Swift, dans son roman Les Voyages de Gulliver, paru en 1726, fait voyager son héros à travers le monde pour y rencontrer notamment des lilliputiens, hauts de 15 cm, puis des brobdingnags, géants de plus de 12 mètres. Ces voyages permettent à Gulliver, et donc au lecteur, de réfléchir, à travers la manière dont il est traité, aux multiples conséquences du fait d'être grand ou petit. Après ce voyage dans ce monde légendaire, que peut-on dire sur la réalité de la diversité de la taille dans notre espèce ?
du côté des grands hommes, l'expédition de Magellan au XVIe siècle aurait observé, au sud du continent américain, des hommes gigantesques, les Patagons, en indiquant qu'ils étaient 2 fois plus grands qu'eux. D'autres explorateurs rapportèrent des observations similaires, mais des mesures précises, faites ultérieurement, ramenèrent cette taille à seulement 1,80 m. À l'inverse, si l'existence de pygmées est mentionnée dès l'Antiquité, notamment par le philosophe Aristote, ils firent surtout l'objet de spéculations, tant pour leur taille que pour leurs mœurs ou leur localisation. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que ce terme soit appliqué à diverses populations de chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale, de petite taille, entre 1,20 m et 1,50 m à l'âge adulte. Si l'on se limite à des mesures attestées, l'humain le plus grand connu à l'époque historique, l'Américain Robert Wadlow, né en 1918, mesurait 2,72 m. À l'opposé, les 54,6 cm du Népalais Chandra Bahadur Denghi, né en 1939, font de lui le plus petit humain connu à ce jour. Cependant, ces variations de taille au sein de notre espèce, dont nous donnerons quelques autres exemples chez d'autres animaux au cours de cette nouvelle saison, apparaît en fait assez minime si on la compare à celle que l'on peut observer entre des espèces différentes. C'est cette extraordinaire diversité de la taille des espèces que nous allons explorer. Nous commencerons par les vertébrés, des poissons aux mammifères, qui détiennent le record des plus grands animaux connus. Nous poursuivrons par l'immense ensemble des invertébrés, qui ont aussi quelques géants, mais au sein duquel nous trouverons surtout une grande diversité d'animaux minuscules. Nous terminerons par les végétaux et les champignons, qui vous réserveront quelques surprises. À travers ce voyage, nous verrons en outre que cette diversité peut s'observer entre des espèces voisines, ce qui signifie que la taille d'une espèce peut évoluer très vite, du moins à l'échelle de l'évolution. Bon voyage dans cette diversité, au sein de laquelle vous vous sentirez tantôt minuscule et tantôt gigantesque. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!